Alors, donc je suis intervieweur, monsieur Touché, il y a un certain nombre de questions à me poser. Oui, ce qui m'intéresse, alors j'ai lu le livre de Eric Howell. Ho. Le monde étrange des astrologues. C'est ça, oui. Donc déjà, c'est vrai que c'est... Que j'ai rencontré d'ailleurs. Ah, d'accord. J'étais surpris que je pensais qu'il y avait vraiment une grosse coupure dans tous les pays de la production astrologique au 19e siècle. Ah oui. Or, il s'avère que non, l'astrologie a continué en Angleterre. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans votre livre, La vie astrologique il y a 100 ans, où vous parlez rapidement de discussions. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment sont apparues les nouvelles théories sur Uranus et Neptune. Oui. Eh bien, une des raisons du succès d'Uranus, moi j'ai beaucoup étudié justement l'astrologie anglaise du 18e, 19e siècle. J'ai passé d'ailleurs beaucoup de temps au British Museum pour ne rien vous cacher. Eh bien, c'est Napoléon. D'accord. La Révolution française, les astrologues de l'époque ont été frappés par la coïncidence quasiment entre la découverte d'Uranus et la Révolution française. Et donc tout ce qu'ils ont dit sur Uranus était lié à cette éminence de la Révolution. Si on parle que Uranus est la Révolution, c'est pas pour des raisons structurelles, mythologiques, etc. C'est parce qu'ils y voyaient un système de ce genre-là. De même que Pluton, par exemple, pour les nazis, ça a été aussi perçu comme un élément déclencheur. Voyez-vous. Donc voilà, donc ma réponse est aussi simple que ça. Et il est un fait que pendant tout le 19e siècle, les Français ont refusé cette lecture. Ils ont refusé d'utiliser les planètes au-delà de Saturne. Et ce n'est que justement que sous l'influence. Alors, je crois que Fomalo déjà en parle, entre parenthèses. De Uranus et Neptune ? Oui, il parle même de Pluton. Oui. Qui n'était pas encore découvert. Alors, est-ce que vous expliquez comment c'est possible qu'il parle de Pluton ? Je vais faire une petite colle historique. Comment expliquez-vous qu'il parle de Pluton ? Pourtant, j'en parle dans ce bouquin que vous venez d'évoquer, La vie astrologique il y a 100 ans. Apparemment, ça vous n'avez pas lu attentivement. Comment se fait-il qu'il parle de Pluton alors que Pluton, on l'aurait nommé qu'en 1930 ? Et là, c'est un ouvrage de 1997. Justement, moi je me posais la question parce que j'ai le Fomalo et j'ai une réédition de 1932, donc je n'étais pas sûr que peut-être qu'il l'avait nommé, qu'elle n'a été renommée que dans la réédition. Est-ce que c'est vrai que dans l'édition originale, il la nomme aussi ? Oui. Ça c'est sûr. Oui. Okay. Donc, du coup, non, j'ai pas d'explication, à part c'est comme s'il y avait un... Non. L'explication, c'est que c'était une hypothèse qui était déjà en cours. On attendait la découverte de Pluton. Déjà Lowell, etc. Donc on écoutait, on accordait, et donc, voilà. Il ne dit pas que qu'il l'a observé. Il dit que sa planète va... Voilà. Donc c'était un nom de code qui était donné pour la trans-neptunienne, voyez-vous. Comme pour Vulcain et Proserpine ? Oui, c'est ça. C'était des codes comme ça, on désignait, mais ça ne voulait pas dire qu'on connaissait la planète. Le problème, c'est pourquoi les astronomes ont réadopté le code en question. Ouais, mais est-ce que c'est pas par la lecture de Fomalo que Pluton a été nommé ? Non, mais Fomalo, il ne faisait que reprendre des choses qui ont été dites avant. D'accord. Mais le paradoxe, c'est que malgré tout, les astronomes, comme Lowell, et puis Tombaugh, qui racontent une histoire à dormir debout, comme quoi il aurait reçu un courrier d'une jeune, une Vénitia bornée, etc., qui proposait non plus. En réalité, alors, au moins c'est une coïncidence, mais en réalité, ils ont récupéré un nom de code qui existait depuis 30 ans. D'accord. Hein, bon. Alors, autre question. Comment on a pu... comment on attribuait les caractéristiques à ces nouvelles planètes ? De toute façon, c'est les Anglais qui ont fait tout le travail. Hein. Et après, les Allemands. Les Français n'ont rien foutu dans cette histoire, en quelque sorte. Gaskier. Donc, ils récupèrent des trucs qui ont été faits par les autres, etc. Bon. Alors, il y a l'école de Hambourg aussi qui a travaillé là-dessus, qui était l'école qui travaille sur Neptune. Enfin bon, je ne veux pas rentrer dans le détail de tout ça, mais ils ont même, finalement, quand on parle des domiciles, ils ont même attribué, alors là c'est aussi un truc bien connu, hein, par quel processus ont-ils intégré Uranus, Neptune et Pluton dans le système de la tétrabible. Bon, donc ça nous dit bien à quel point ce système peut être manipulé, peut être ajusté, etc. Et qu'il avait déjà été, d'ailleurs, quand on a voulu intégrer Saturne dans le système. Mais ce qu'on oublie, c'est que
le problème d'Uranus, il s'est déjà posé pour Saturne. Donc, voyez, donc on a enlevé un domicile, on a enlevé un des domiciles de Saturne pour donner Uranus, un domicile de Jupiter pour donner à Neptune. Voyez-vous, donc c'est exactement dans la logique que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous ne disiez pas que les caractéristiques qu'on attribue à Uranus au départ n'étaient pas celles qu'on attribuerait il y a 100 ans ou aujourd'hui? Est-ce que cette signification a évolué ou elle a toujours été la même depuis le début? Non, elle a toujours été comme ça, en fait. Puisque je vous dis comme ça, Uranus a été décrit dès sa découverte comme étant un élément révolutionnaire. Alors ensuite, il a été attribué au Verseau, qui était pourquoi au Verseau? Vous imaginez pourquoi c'était le Verseau? Parce que c'est le signe de l'espace. Parce que c'était un des domiciles de Saturne. Et que donc, voulant ajouter une planète au-delà de Saturne, on a pris un des domiciles de Saturne. Mais vous ne connaissez pas le raisonnement systémique. Voyez-vous, de la même façon, Neptune a été rajouté parce que c'était un de Jupiter. Et Mars a été pris, etc. Donc c'est pour des raisons structurelles qu'on a fait ça. C'est pas parce qu'on avait découvert je ne sais pas quoi, ou compris quoi, ou pensé quoi. C'est pour des raisons purement mathématiques et géométriques. Oui, chez Barbeau, on retrouve la théorie que Uranus, c'est pas que le Verseau, mais c'est aussi le Capricorne. Neptune, c'est pas que le Poisson, mais aussi le Sagittaire. D'accord. Bien sûr, on peut toujours dire ce qu'on veut, on peut compléter. Oui, puisqu'en effet, oui. Bon. Mais on ne va pas embrouiller la discussion par des trucs pareils. Donc, effectivement, on a rajouté ça. Moi, j'ai fait, en 77, d'ailleurs, j'avais fait une communication d'un congrès à Metz là-dessus, comment on avait rajouté des planètes dans le système des domiciles, etc. Alors pour les exaltations, c'est encore plus confus. Alors là, je renvoie aux travaux de Lisa Morpurgo et aux miens sur les exaltations à l'époque. Pourquoi est-ce qu'on met l'exaltation de Neptune en Lion voilà, et pourquoi Uranus en Scorpion, etc. Bon. Pour Uranus en Scorpion, ça se comprend un petit peu, puisque Saturne est en Balance, donc on met Uranus en Scorpion. Bon. Vous savez, des romans aussi travaillent là-dessus. Bon. Ça n'a jamais été tellement convaincant. Et de toute façon, c'est bien qu'on parle de ça, parce que ça met en perspective ce qu'on disait tout à l'heure sur le problème de Saturne. C'est-à-dire qu'on rajoute des choses, et c'est la même chose. Les astronomes, c'est sous la pression des astronomes que les astrologues ont fait ça. C'est les astronomes qui ont reproché aux astrologues de ne pas tenir compte de ces planètes. Ils les ont attaqués là-dessus. C'était un argument de l'anti-astrologie. Pourquoi vous ne connaissez pas ces nouvelles planètes? Et les astrologues certains ont voulu, justement, comme Nicolas, qui lui s'est complètement lancé là-dedans, avec Nombres et formes du cosmos, je ne sais pas si vous connaissez son bouquin, pour justifier effectivement qu'on avait vraiment besoin. Et puis Le Noble, quand il écrit son petit bouquin, oui, attends, non mais quand il écrit un bouquin en 78, un petit fascicule qui s'appelle L'astronomie, la base de l'astrologie, il explique clairement que bien évidemment, l'absence de ces planètes-là explique pourquoi l'astrologie n'avait pas pu fonctionner avant, etc. Voyez-vous, carrément, mais l'argument est idéal, on l'utilise carrément. Ben voilà l'explication. En plus, est-ce que c'est pas pour dire qu'elle ne fonctionnait pas avant, parce qu'il a des preuves de ce qu'il avance à ce sujet-là? Tous les gens qui étudient l'astrologie traditionnelle pensent au contraire que l'astrologie fonctionnait mieux avant qu'avec les techniques aujourd'hui. Mais c'est pas moi qui vous dirais le contraire. Je veux dire simplement que cet argument qui a quand même plu à beaucoup d'astrologues, à savoir que on comprend pourquoi ça ne marchait pas. Et pourquoi alors on a utilisé Uranus et Neptune en astrologie et pas Cérès qui a été découverte en 1801? On les a découvertes, on les a utilisées après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale. Oui, mais c'est 150 ans après sa découverte. Probablement parce que c'était pas une vraie planète à part entière. Voilà. C'est un astéroïde. Et effectivement, il y a beaucoup d'astrologues qui ont refusé de l'utiliser. Mais il y en a beaucoup qui l'ont utilisé aussi. Cérès, c'est quand même une planète qui a été très utilisée, notamment par Sant'Agostini. On ne va pas rentrer dans ce genre de détails, mais de toute manière, il y a une mythologie. Les astronomes ont piégé les astrologues en utilisant des termes mythologiques. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui découvrent l'astrologie aujourd'hui, pour eux, Uranus, Neptune et Pluton, ils sont aussi légitimes que les autres planètes, parce qu'ils appartiennent à la même catégorie mythologique. Il y a quand même... C'est-à-dire qu'ils ont préparé le piège pour les astrologues. Est-ce que le caractère du dieu Uranos correspond vraiment aux caractéristiques qu'on prête à Uranus? Mais non, je vous ai expliqué tout à l'heure que c'était pas ça. Que c'était simplement lié à l'astrologie mondiale. Parce que là où Pluton correspondrait plus à la mythologie du dieu Pluton, peut-être que Uranus et Neptune correspondraient moins dans le caractère originel de ces mythes
par rapport au trait qu'on prête à cette Certains astrologues vous diront que Neptune, c'est la planète du communisme parce qu'il a été découvert en 1846 et que le manifeste du Parti communiste de cette époque-là, etc. Bon, voilà. On peut vous dire ce qu'ils voudront. Oui, mais c'est pas ça la question que je pose, c'est par rapport à la mythologie. Est-ce que les caractéristiques qu'on prête à ces planètes correspondent vraiment à la mythologie qu'il y avait derrière? Non, mais écoutez, on peut s'amuser. Ouais, on peut s'amuser à montrer qu'Uranus, quelque part, c'est quand même le système Our, c'est d'ailleurs le point origine, et que l'origine, on peut s'amuser. Si ça vous amuse de vous branler avec ça, c'est pas un problème. Hein, de dire, on peut toujours trouver n'importe quelle explication de quoi que ce soit, si on veut bien chercher. C'était pas une explication, c'était vraiment une question. Non, mais on peut s'amuser à ça. Moi, ça ne m'amuse pas, ça. On peut s'amuser à ça. Je suis sûr que c'est faisable. C'est pas un problème d'arriver à montrer qu'il y a un rapport entre ce qu'on dit d'Uranus au niveau de l'astronomie mondiale et la mythologie. Moi, je vous dis, si ça vous amuse, faites-le. Bon, c'est pas un problème. Si vous êtes tenté par ce genre d'acrobatie, c'est pas un problème. Et de toute façon, ça ne change rien au problème. De toute manière, ça ne change rien. Le fait est que, bon, là, vous êtes en train de dire, ah mais oui, c'est peut-être bien d'avoir pris les planètes au-delà de Saturne. Non, c'est ça que vous êtes en train de dire. Non, c'est... Mais si, quelque part, parce que vous les utilisez. Je les utilise, mais c'est pas ça que je pose. La question, c'est leur signification. Est-ce que là où, dans les autres planètes, on pourrait trouver un rapport réel, puisque c'est vous qui dites que la mythologie est basée sur l'astrologie, un rapport entre les caractéristiques qu'on prête à la planète et la mythologie qui l'entoure, comparé à Uranus et Neptune, qui sont apparus plus tard, qui, eux, correspondraient moins au caractère du dieu. En quoi le communisme ou la religion serait plus particulièrement l'apanage de Neptune, de Poséidon? Écoutez, moi, à la limite, je suis même pas censé répondre à ce genre de questions. C'est pas mon problème. Hein. Je veux dire, en tant que sociologue, éventuellement, je pourrais essayer de vous expliquer. Mais il y a des tas d'astrologues qui seront ravis de vous répondre à cette question parce que c'est leur truc et que c'est comme ça qu'ils vivent. Hein. Bon, alors donc moi, j'ai pas vraiment envie de justifier ce genre d'errance. Hein. C'est pas mon but, c'est pas ma problématique. Hein. Bon, moi, je suis pas du tout excité par cette question, pour dire la vérité. Hein. Bon. Peu importe que ça soit vrai ou pas, c'est une question d'épistémologie en fait. Le Pluton, les caractéristiques qu'on a données à Pluton sont pour la plupart issues du livre de André Cotton. Oui, Bruno Hubert, c'est ça. Qui se fondent majoritairement sur la mythologie. Et plus sur la mythologie que sur l'avènement du nazisme. Justement, c'est là qu'il y a une ambiguïté. Hein. Il y a une grosse ambiguïté là-dessus. Il y a quand même, vous ne pouvez pas ignorer que ça a été. N'oublions pas que l'astrologie allemande était dominante à ce moment-là en Europe. Hein, c'est elle qui organisait tous les congrès internationaux, etc. Donc ne me dites pas qu'il n'y avait pas d'influence politique dans cette histoire. Bon, de toute façon. Voilà, Pluton, c'est la transformation. La transformation, l'homme nouveau du nazisme. On peut discuter là-dessus indéfiniment. Là-dessus, bon. Olico en parle peut-être aussi, j'en sais rien, je ne me souviens plus. Bon, mais de toute façon, je vois pas très bien où on va se fatiguer à discuter de ça. De toute manière, c'est un débat totalement abstrait. Puisque de toute façon, Hugo Klein n'a rien trouvé pour les planètes au-delà de Saturne déjà. Ce sont des planètes qui étaient inconnues. Alors, sur le dossier des planètes transplutoniennes, transsaturniennes, on peut la deux. Pour moi, il est indéfendable sur toute la ligne. C'est-à-dire que même pas. Elles sont inconnues, invisibles à l'œil nu. Et comment croire une seconde que l'astrologie a pu se construire correctement et qu'elle aurait eu besoin en réalité de ces planètes pour exister? Enfin, ça tient même pas debout une seconde. Pour répondre à Gauquelin, il n'a rien trouvé, mais il n'a rien trouvé. Enfin, les statistiques de Gauquelin sont basées sur l'ouvrage de Léon Lasson, Ce qui nous guide. Non. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Si, c'est comme ça qu'il a fait les statistiques. Oui. Et, de toute façon, il n'y a pas un nombre illimité de catégories professionnelles, mon vieux. Oui, mais attendez que je finisse. Dans l'ouvrage de Léon Lasson, il déclare, je ne sais plus à quoi il attribue Uranus, mais il donne Neptune pour les mystiques. Est-ce que, pour pouvoir faire des statistiques, on a un nombre suffisant de données de naissance de mystiques? Déjà, comment on définit un mystique? Pour pouvoir trouver une corrélation là-dedans. C'est peut-être pour ça que Klein n'a rien trouvé, parce que pour faire des statistiques, il faut un grand nombre de données. Et il y a ce genre de catégorie professionnelle comme les mystiques. Elle est très difficile à définir. Et est-ce qu'il manque
de nombre de personnes. Nous avons déjà abordé analyser. ce problème-là au tout début de notre entretien, en vous disant que Vauquelin était parti de catégories socio-professionnelles bien reconnues, et que c'est cela qu'il a voulu montrer. Bon, Mhm. vous me parlez des mystiques, c'est pas une catégorie socio-professionnelle, les mystiques, alors soyons sérieux. Oui, mais c'est celle qu'utilisait Léon Masson. Mais d'accord, mais d'accord, et alors? Lui, il n'avait pas cette même démarche de recherche, mais je veux dire que, justement, vous êtes tombé dans le piège, justement, c'est pas une profession, les mystiques. Et donc les astronomes n'ont pas à reconnaître, à valider cette profession, parce que ça n'existe pas. Si on parle de la démarche de Vauquelin qu'on a dit au départ, qui est une recherche très raisonnable et très cohérente, et que vous essayez de pervertir, non. Et voilà, il a travaillé sur des catégories professionnelles qui étaient reconnues, qui avaient leurs propres organes, leurs propres annuaires, leurs propres académies, voilà. Et il a voulu montrer que ça pouvait correspondre à une certaine lecture de cosmos, étant entendu qu'il en a pris que certains facteurs. Il n'a pas pris le zodiaque, par exemple. Là, c'est parce qu'il n'a pas eu de résultat positif dessus. Non, mais d'accord, mais je veux dire que c'est ça qui est resté. Mhm. Donc ça montre bien que la démarche scientifique de l'astrologie, c'est de savoir ce qu'on conserve du cosmos. Qu'est-ce qu'on prend du cosmos? Et qu'est-ce qu'on n'en prend pas? Et justement, ça serait un colloque à faire à ce sujet. Alors, je ne sais pas si j'ai déjà fait, j'en ai jamais fait. Ça. La grande question pour le chercheur en astrologie, c'est qu'est-ce qui en astronomie doit être conservé en astrologie? Tant au niveau des planètes, des signes, des zodiaques, des aspects, etc. Qu'est-ce qui doit être conservé? Et qu'est-ce qui doit être mis à l'écart? De la même façon que dans le domaine de la linguistique, de la langue française, il y a par exemple des règles de prononciation. Il y a des choses à l'écrit qui ne sont pas prononcées. Mhm. Voilà. Donc la linguistique nous apporte un outil épistémologique pour apporter la question de l'astrologie. Il y a une occultation, par exemple quand vous dites il est fort, il est grand, ben le T de fort et de grand ne s'entend pas. Il est occulté. Mhm. Donc, voilà, et ben voilà, ben c'est ça. Et bien réfléchir sur la langue française, c'est aussi nous réfléchir sur l'astrologie. C'est-à-dire qu'il y a qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? Il y a un écrit. Alors, imaginons que l'astronomie c'est l'écrit. Bon, il y a un écrit. Qu'est-ce qu'on prononce de l'écrit? Qu'est-ce qui va passer de l'écrit à l'oral? Si je reprends votre exemple de fort, si on dit qu'il est fort attachant, le T il s'entend. Oui, mais il y a des règles où ils ne s'entendent pas. Voilà. Donc finalement, il y a des règles, mais je donne cet exemple parce que vous le connaissez, mais il y a des tas de règles dans ce domaine-là que vous ne connaissez pas. Par exemple, je vois le mot froid. Froid, effectivement. Alors, il y a des cas, bon, par exemple, non seulement quand on prend grand, non seulement on n'entend pas le D, mais il y a le AN, il y a le son AN qui n'est même pas réductible au son AN. Mhm. Donc voilà, donc réfléchir sur... Alors pour moi, je vous répondrais que pour moi, travailler sur le plan linguistique, c'est aussi une façon d'aborder la question de l'astrologie. Parce qu'on a les mêmes problématiques. Qu'est-ce qu'on prend? Quand on a un livre qui est l'astronomie, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, donc c'est un livre, qu'est-ce qu'on en fait? Et en quoi ce livre, je vais pouvoir le lire correctement pour qu'il parle de notre société? Alors on en revient à un problème après. Justement, l'astrologie, elle est là. Si on a une astrologie qui n'est pas capable de faire la connexion entre l'astronomie et la société, c'est un système ternaire. Astronomie, astrologie, société. Si vous enlevez le mot société, vous ne faites rien. De la même façon, bon, donc effectivement, c'est un système ternaire. Vous étiez tenté initialement de faire abstraction du troisième facteur, en disant moi astronomie, astrologie, ça va, comme ça. Et vous dispensiez totalement d'un référentiel extérieur qui aurait permis de faire valider les choses. Or, quand on dit que ça ne marche pas, ça veut dire quoi? Ça ne marche pas justement au niveau social. C'est-à-dire que ça veut dire que la lecture astronomique marche pas parce que socialement ça ne marche pas. Donc on voit bien qu'en constamment, quand on dit que ça ne marche pas, ça veut dire qu'on valide l'astrologie au regard de sa capacité à décrire ce qui se passe devant nos yeux. La prévision, c'est également quelque chose qui est de l'ordre du visuel. Qu'est-ce que je prévois de ce que je vais voir? Bon, ben si je ne vois pas certaines choses arriver, c'est que je n'ai pas bien lu le dispositif. Et tout le débat que je développe depuis quand même pas mal de temps, c'est justement ça. Quelles sont les clés de lecture du dispositif astronomique? Qu'est-ce qu'on prend de l'astronomie, qu'est-ce qu'on n'en prend pas? Sachant qu'il y a la banane, il faut enlever la peau de la banane pour la manger.
Si vous mangez à la fois la banane et sa peau, c'est immangeable. Est-ce que vous avez compris ça? Que Uranus et Neptune, c'est la peau de la banane, c'est pas la banane. Ouais, il faut définir qu'est-ce qu'est la peau de la banane et Oui, mais il faut bien qu'il y ait... Oui, mais il y a quand même... Voilà. Bon, en fait, de toute façon, je crois qu'on a pas mal travaillé là-dessus. Hein, il est évident que beaucoup d'astrologues, ils veulent surtout préserver leur acquis. Ils ont appris, leur thème natal, ils ne vont pas le jeter par la fenêtre parce qu'on leur a fait un beau raisonnement. Hein, bon, voilà. Donc, qu'est-ce que je vous dis? C'est comme ça. C'est pour ça que si on est trop engagé dans l'astrologie, on ne peut pas être à la fois à la limite, on ne peut pas être un chercheur et un praticien en même temps. Il faut une certaine distanciation pour dire voilà, bon ben voilà, moi on enlève ça, moi ça me gêne pas, de toute façon moi je ne suis pas impliqué. Alors, si vous commencez à être trop impliqué, vous êtes bloqué dans la recherche. Non, je pense qu'il faut pouvoir faire les deux. Donc, enfin, praticien, ça ne veut pas forcément dire praticien. Un praticien, c'est d'abord quelqu'un qui étudie la société. Si vous n'avez pas compris comment fonctionne la société, vous ne pouvez absolument faire aucune pratique. Si vous croyez que c'est l'astrologie qui va se substituer à votre connaissance de la pratique, vous vous illusionnez totalement. Qu'est-ce que vous pensez que Gouchon faisait justement dans les années 30 vous pouvez voir à la Bibliothèque nationale, il y a des publicités qu'il donnait, où je crois il payait peut-être même le voyage ou je sais pas quoi, il donnait des consultations quasi gratuites pour tester l'astrologie. Madame Fuseau-Brecht a fait pareil. Cette Madame Fuseau-Brecht qui a fait à un moment donné le Cosset, etc. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? C'est que la personne prétend, Madame Fuseau-Brecht, c'est-à-dire c'était hallucinant ce qu'elle faisait d'ailleurs, parenthèse, hallucinant. Pourquoi? Parce qu'elle prétend, en fin de compte, elle voulait tester l'astrologie. Il y a son ouvrage là, son genre, c'est pas mal. Elle voulait tester l'astrologie par la pratique de l'interprétation du thème. Alors voilà, l'astrologue, on va valider son savoir-faire à propos du thème. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que c'était un tout ou rien. On prend le thème natal globalement. Si l'astrologue dit quelque chose de valable dans le thème natal, non mais c'est se foutre du monde complètement. Ça rejoindrait. Il y a déjà la théorie qu'on ne peut pas isoler un facteur. On peut dire on va ça c'est vraiment le pontosane. On ne peut pas dire je vais juste tester le soleil en lion, il faut que je teste. Si je veux vraiment tester ça, il faut que je teste le soleil en lion en maison 1 bien aspecté. Pourquoi? Mais ça c'est vous êtes en train de vous véhiculer une doctrine que je rejette totalement. Totalement. Parce que vous parlez d'une interdépendance. Mais, de toute façon, voilà, vous nous sortez des trucs, c'est intéressant parce que c'est très typique. Mais on n'est absolument pas obligé de vous croire dans ce que vous dites. Pas une seconde. Vous pouvez lire, lisez Gouchon en détail. Mais je m'en fous de Gouchon, Hamlet, c'est pas mon problème. Gouchon, il incarne cette astrologie du thème natal. Alors le thème natal, on prend tout, on prend toutes les planètes et tout ça, ça se mélange. Mais comment pouvez-vous croire une seconde à la valeur de ce genre de recherche? Une seconde! Si vous avez un esprit correctement organisé. Non, il y a une différence entre faire une consultation parce qu'on a besoin de sous et du coup, dans les recherches qu'il y a dans les consultations, on voit que c'est pour donner de l'énergie aux consultants et ce genre de choses. Et la pratique de Gouchon qui, lui, cherchait à pratiquer la consultation non pas pour rassurer la personne. Mais ça change rien. Il fait des tests. Il est là, alors il faisait ça pour se rassurer, si vous préférez. Au lieu de rassurer son client, il cherche se rassurer lui-même. Bon, c'est pareil. De toute façon, écoutez, moi, alors vous pouvez dire ce que vous voulez, mais alors là, sur cette pente-là, c'est du suicide intellectuel, hein. Franchement, même pas la peine. Qu'est-ce que c'est que cette théorie de l'interdépendant et qu'il faut étudier ceci ou cela? Bon, écoutez, ça c'est un disque qui est, à partir du XXe siècle, c'est un disque qui ne passe plus du tout. Vous avez 30 ans de retard, là. C'est inaudible, ce genre de truc. D'autant plus inaudible que même Nicolas, dans les années 60, parlait d'astrologie conditionnaliste. C'est-à-dire qu'il fallait tenir d'autres facteurs que le facteur du thème natal, etc. Lui-même déjà, c'était un élément fondamental de son discours. Alors, la condition solaire 1964. Vous êtes... et même aujourd'hui, la plupart des astrologues sont d'accord là-dessus. C'est qu'il faut tenir compte des facteurs extérieurs au thème natal. Comme la condition de le côté social, quelle catégorie sociale appartient à la personne. Oui, d'accord, mais moi, je vous dis, quand je parle avec vous, j'ai l'impression d'être dans les années 30. C'est hallucinant. Vous êtes une sorte d'hibernatus. Vous sortez d'une autre époque.
Vous arrivez avec vos trucs là, vous êtes complètement à côté de la plaque là, je suis désolé de vous le dire, d'entendre des trucs comme ça, vous vous rendez compte? Moi qui fonctionne dans le milieu truc depuis 50 ans, des trucs comme ça, on les entendait dans les années, je sais pas, c'est complètement dépassé. De croire que le thème natal se suffit à lui-même et qu'on va regarder l'interdépendance. Mais bon, écoutez, c'est intéressant que vous l'écoutez, en tant que sociologue et ethnologue, ce que vous dites m'intéresse, évidemment, j'en ai déjà parlé. Mais vous n'avez pas le sens du ridicule, quelque part. C'est inaudible. Ce genre de propos est totalement inaudible. Il n'y a aucune raison de... Donc il y a ce postulat de solidarité entre les différents facteurs, et que par conséquent, vous vous rendez compte que c'est un système qui est complètement autiste, parce qu'à partir du moment où on peut toujours s'en sortir, oui, il y a ceci qui est facteur, qui est cela, etc. Mais c'est complètement fou. On arrive presque à la folie, là. Parce que c'est un système qui est... la personne s'enferme dans son système. Elle s'enferme, elle peut rien... il y a ça, oui, mais il y a ça aussi, il y a ça aussi. Ah oui, il faudrait faire ça. Bon, écoutez, moi personnellement, instinctivement, au bout de quelques mois d'astrologie, j'avais déjà refusé ce système. Mon cerveau me disait, va pas là-dedans. Et vous êtes entré en plein. Mais votre cerveau ne vous dit pas, mais tu es en train de te planter. Il vous dit pas ça. Tu étais en train de te prendre la tête avec ton truc, là. Bon, mais, non, mais on le rejoint. La première fois qu'on en a parlé, c'est de ça déjà. Bon, alors la musique, effectivement, le problème ne se pose pas de la même manière en musique, etc. Bon. Mais vous ne pouvez pas imposer à votre cerveau des gymnastiques et des raisonnements aussi nuls. C'est pas possible. C'est de la mutilation intellectuelle. Ce que j'essaie déjà de souligner, c'est que la démarche de Gouchon et apparemment de Fuzel Fusobrecht, en tout cas celle de Gouchon que je connais, elle est différente de l'astrologie de la consultation telle que pratiquée majoritairement. C'est qu'il n'y a pas de recherche de gain derrière. Mais c'est secondaire, ça n'entraînez pas des problèmes de morale, etc. Ça ne change rien. Que les gens aient une motivation X ou Y, ça ne change rien. C'est intéressant que vous mettiez en avant l'aspect éthique. Parce que la plupart des gens qui sont nuls sur le plan intellectuel, ils mettent toujours l'accent l'aspect éthique. Par exemple, quelqu'un va vous dire, vous lui faites une critique, vous dites, ah oui, mais vous n'avez pas dit sur le bon ton. Vous n'avez pas été... Bon. Donc l'éthique vient à la rescousse du type nul, disons-le clairement. L'argument comme quoi les gens n'auraient pas la même motivation, mais ça ne change strictement rien au problème. Ça ne change strictement rien que les gens aient une motivation pécuniaire ou pas. Si, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez que les astrologues ne veulent pas qu'on retire un facteur du système astrologique parce que ça remettrait en cause leur manière de fonctionner. Or, si la démarche de Gouchon n'était pas dans cette optique-là, puisqu'il regardait si les techniques astrologiques d'analyse du thème natal fonctionnaient en discutant avec la personne dont le thème natal était concerné. Mais c'est pas comme ça qu'on travaille. Mais dans ce cas-là, si on lui disait tel facteur ne marche pas ou qu'il était confronté à tel facteur ça ne marche pas, il n'a aucun problème à se séparer de ce facteur parce que il n'a pas de gain pécunier dedans, il n'est pas enchaîné à cette logique de gain et qu'il peut librement se dire ça je l'ai testé, ça ne marche pas, je ne vais plus l'utiliser parce que alors écoutez, moi par exemple, je fréquente le milieu astrologique et j'ai connu très bien Gouchon, entre parenthèses. Je le connais. J'ai même des photos de lui avec moi. Alors, donc, d'ailleurs, j'ai même dans mon bouquin, alors c'est même encore plus drôle, j'ai même une photo de lui dans le guide de la vie astrologique. Alors, c'est pour vous dire. Non, non, l'autre, celui de 84, où est-ce qu'il est déjà? Pourtant, il est partout. Donc, on voit une photo de lui. Celui-là? Oui, voilà. Je dis ça pour vous amuser. Voilà. D'ailleurs, puisque vous l'avez rencontré, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais je m'en fous, lui dirait sur le travail. Écoutez, ça, je ne sais pas ce que j'en pense. Moi, je ne suis pas une bonne femme qui vous raconte. Ah, moi, j'ai bien aimé celui-ci ou celui-là. C'est pas mon temps, c'est pas mon truc, ça. Vous recherchez des gens avec qui vous pouvez discuter de l'astrologie. C'était le président du Centre national d'astrologie. Il était là. Il y avait des réunions qui avaient lieu tous les 15 jours. On se croisait. Et après, il est venu à mes colloques, etc. C'est pas. Moi, vous savez, j'ai une dimension humaine. Il y a des gens qui ne sont pas du tout dans mon bord et que je fréquente pour des raisons diverses, etc. Mais lui, ce que je retiens surtout, c'est ses directions primaires. Bon, alors il voulait absolument les directions primaires. De toute façon, Gouchon, c'est pas du tout une référence sur le plan de la recherche astrologique, etc. D'ailleurs, la plupart des... Écoutez, moi, je connais bien les astrologues.
Je connais bien leur attachement au thème natal. Même un type comme Patrice Guinard, par exemple, il est incapable de se détacher de quoi que ce soit du thème natal. Il est complètement pris là-dedans. Il fera tout pour le vérifier. Il a beau dire ce qu'il veut, lui, ça. D'ailleurs, j'écrivais l'autre jour à ce sujet. Lui, il a toujours cette base-là, ce socle-là. Et ça ne bouge pas, ça. Il faut tout est possible du moment que tu touches pas à mon thème. Touche pas à mon thème. Bon, alors, je vois pas beaucoup d'astrologues qui ont dit ah moi, d'après mes recherches, je ne tiens plus compte de ceci, je ne tiens plus compte de cela. Les seuls qui ont commencé à dire des trucs, c'est des gens comme Dorsan qui parlaient de sidéralisme, etc. Mais je veux dire que d'une manière générale, ils sont complètement. Vous parlez d'un milieu qui est complètement idéalisé, c'est pas du tout comme ça. Les gens, ils tiennent à tout leur système, à tout leur dispositif. Et c'est ce qu'on appelle l'apologétique. Guinard, malgré toutes les critiques qu'il fait de l'astrologie, il n'a pas remis en question cela. De même que Nicolas non plus n'a pas remis en question ni les aspects, ni les planètes, etc. Regardez, Nicolas... Il a remis en question les domiciles. Oui, mais pas Guinard en plus. Et les éléments. Oui, mais il a sauté à pieds joints sur les planètes transsaturniennes. Il n'était pas obligé. Parce qu'il avait une idéologie que le noble a repris, qui est un de ses élèves, que ça allait sauver l'astrologie. Que c'était un élément qui manquait, comme dans le tableau de Mendeleïev, c'était un facteur. D'ailleurs, il y a d'ailleurs un élément de Mendeleïev qui s'appelle uranium et l'autre neptunium, entre parenthèses. Donc voilà, il a pensé, d'ailleurs j'en parle pour l'astrologie, voilà, il a pensé comme ça, mais finalement, il a fait du ravalement. Il a gardé les aspects, il a gardé les planètes, il a gardé les signes, il a gardé les maisons, il les a reformulés autrement. Vous n'avez pas lu mon article dans nos films sur Nicolas et Barbeau, mais vous ne lisez pas suffisamment. Quand vous avez vos enregistrements là, pour la numérisation, vous devriez écouter davantage ma chaîne, au lieu d'écouter des disques. Enfin, peu importe. Mais, non, je le fais en plus, j'écoute. D'accord, mais en tout cas, lisez tout ce que j'ai écrit récemment sur Nicolas, je le démolis de A jusqu'à Z. Hein. Bon. Mais c'est pareil, ce sont des gens qui sont. Moi, personnellement, comment ça se fait que moi, j'ai pas eu besoin de valider ceci ou cela même quand j'ai fait mon bouquin où je parlais des domiciles de Pluton et de Saturne, etc., j'étais pas impliqué dans ma pratique. Mais c'est. J'ai été regardez, moi, par exemple, j'ai travaillé sur Saturne. Quand je me suis aperçu que ça valait plus rien, j'ai enlevé Saturne. J'ai pas eu de problème avec ça. La plupart des astrologues sont incapables de faire ce travail. Non, je pense que les deux attitudes sont valables. Vous êtes absolument contre l'apologétique. Moi, je pense que ça fait partie des pistes de recherche. Non, je pratique moi aussi l'apologétique. Quand j'essaie de valider l'astrologie, c'est déjà une forme d'apologétique. Mais c'est une apologétique critique. C'est une apologétique qui dit oui, l'astrologie, à condition que. Et c'est ce que font les autres aussi. Non, mais oui, non, mais pas vraiment. À condition qu'on enlève la part de fortune, qu'on enlève les nœuds lunaires, qu'on enlève la lune noire. Ben, on fait pareil. Alors on est tous apologétiques, sauf que c'est la véritable apologétique, elle ne se situe pas là. Elle se situe dans la défense du thème natal, dans la défense des nouvelles planètes. Voilà, les deux pommes de discorde, elles sont là. Hein, bon. Et tant qu'on reste attaché à ça, on n'est pas un vrai réformateur de l'astrologie. Kepler, par exemple, donc c'est tout. Vous avez un mode de fonctionnement qui m'est étranger, que je ne saisis pas, qui me pose problème, effectivement, psychanalytiquement, psychiatriquement à la limite, oui. Non, je veux dire que très franchement, hein, je vous dis, il vous manque des anticorps. Des anticorps qui vous disent attention, il ne faut pas apprendre ça, ça ne va pas aller. Et vous dites, plus on rajoute, mieux ça vaut. Moi je m'en fous, je vais apprendre l'anti-astrologie comme l'astrologie. Et ben voilà, donc là vous êtes à bonne école. Là. Mais on verra combien de temps il vous faudra pour virer votre cutie et pour prendre la distance par rapport à vos pratiques. Vous savez, bon, vous avez commencé l'astrologie, mais enfin, c'est quand même quelques années que vous en faites. Vous n'avez plus trop d'excuses. Hein. Enfin, de toute façon, c'est vrai que vous ne m'aviez pas rencontré avant, donc le problème ne se posait pas de la même manière. Mais ceux qui ne connaissent pas les critiques que je fais, ils ont des excuses. Mais ceux qui les connaissent, ils n'ont pas d'excuses. Là, c'est grave. C'est toute la différence. Non, je sais pas, c'était quoi? C'est dans une introduction d'un ouvrage de Gauquelin par Jean Porte. Ouais. Jean Porte disait il faut s'attaquer à l'étude de l'astrologie
Mais c'est illusoire de considérer qu'il n'y a pas de parti pris. Soit on considère que l'astrologie ça marche, soit ça marche pas, avec le parti pris de départ, mais ensuite il faut avoir une attitude plutôt détachée et être prêt à accepter des résultats quand il y en a. Ou, Moi, je ne suis pas dans la position de celui qui rejette l'astrologie, on est d'accord là-dessus. Oui, bon, c'est une sorte de je position n'ai pas du tout de intermédiaire. position de ce genre. Hein. Je ne cherche pas du tout à dire l'astrologie. Je ne suis pas comme Morel, je ne suis pas du tout en train de dire que je rejette l'astrologie. Oui. C'est simplement qu'il y a des choses dans l'astrologie qu'on a rajoutées et qu'on n'aurait pas dû rajouter. Voilà. C'est tout. C'est la théorie du rajout. Voilà. Il y a des gens qui disent rajout c'est bien, moi je dis rajout c'est une catastrophe. Voilà la différence. Le débat il est là. Et déjà en 1976, dans mon bouquin Clé pour l'astrologie, je disais laissons tomber le thème natal. Parce que le thème natal, si vous voulez, c'est le thème où il y a tout. Il y a tout. C'est la salade niçoise, le thème natal. Hein. Quand vous acceptez le thème natal, vous acceptez qu'il y ait toutes sortes de planètes qui sont là, qui cohabitent, etc. Voilà. C'est là le problème. Il y a déjà la promiscuité de ça. Donc déjà, le thème natal, c'est le péché originel. C'est déjà le truc. Bon, si vous ne percevez pas que le thème natal, c'est piégeant, si votre instinct de survie intellectuelle ne vous le dit pas, c'est grave. Quand est-ce que vous arriverez à vous dire que cet argument comme quoi, voilà, ce facteur-là, oui, mais il faut tenir compte de ce facteur-là, etc., et puis l'autre facteur, vous ne vous rendez pas compte, mais je veux dire, c'est inaudible. Rien que de dire des choses pareilles, ça vous au niveau scientifique, ça vous discrédite totalement. C'est inaudible. Ça ne passe même pas une seconde. On se dit, ce type-là, il est en train de magouiller, de se trouver des excuses, de trouver une échappatoire, trouver un autre truc qu'il va rajouter, etc. Il va sortir de son chapeau un lapin qui fait que ceci. Comment voulez-vous que l'astrologie soit crédible? Regardez, par exemple, on parlait d'Albumazar. Patrice Guinard, il est crédible. Non, il n'est pas crédible. Je suis en train de vous le dire, il n'est pas crédible. Il a fait une thèse à l'université. C'est pas une thèse d'astrologie que je sache. Vous plaisantez? C'était une thèse de quoi alors? Une thèse de philosophie, où il philosophe sur l'astrologie, avec des tas de connaissances philosophiques. Moi je l'ai encore relu sur manifeste, il étale sa culture philosophique. Il n'a jamais... Vous croyez que c'est pas une thèse qui a été accordée pour valider son travail d'astrologue? Non mais je veux dire, vous croyez... C'est presque comique votre truc là. C'est une thèse qui parle de la position philosophique de l'astrologie et de... Oui, mais c'est presque une thèse historique. C'est aussi une sorte de manifeste pour faire... Enfin, moi ce que j'ai compris que c'est son but, pour faire entrer l'astrologie à l'université en tant que champ d'études. Bon écoutez, lisez ce que j'ai écrit sur Guinard récemment, apparemment... Guinard, c'est absolument pas la référence, je viens de vous dire, il veut valider le thème natal, les nouvelles planètes, il fait du Nicolas, du post-Nicolas, etc. C'est pas valable. Je l'ai relu il y a quelques jours, son manifeste, alors pour dire, je sais de quoi je parle. Bon, j'en ai fait une critique d'ailleurs. Donc, attendez, je suis en train de vous couper la parole. Le thème natal, c'est l'astronomie. Voilà. C'est l'astronomie. C'est la carte du ciel. Donc la question de savoir que l'astrologue fait de cette carte du ciel. Qu'est-ce qu'il en garde de cette carte du ciel? Alors dire que l'astrologie, c'est l'astronomie, que tout ce qui est élaboré par les astronomes fait partie de l'astrologie, c'est un contresens majeur. On l'a dit tout à l'heure. Il faut la question de savoir quel est le mode d'emploi. Alors là, quel est le mode d'emploi, quels sont les codes qui permettent d'utiliser l'astronomie. Voilà. C'est-à-dire que c'est un livre. On va dire le ciel, c'est un livre, et il faut savoir le lire, ce livre. Et vous n'avez pas appris à le lire correctement. Pourquoi vous n'avez pas appris à le lire correctement? Parce que vous n'avez pas confronté à la réalité sociale, historique du monde, qui vous aurait permis de comprendre ce qu'il fallait en prendre et ce qu'il fallait en laisser. En astrologie, il y a en prendre et en laisser. Bon. Je suis d'accord, mais c'est juste qu'on ne semble pas avoir la même définition de ce qu'il faut prendre ou laisser. Non, mais peu importe, quel est votre critère? Vous prenez tout. C'est pas compliqué, vous prenez tout. C'est la thèse de départ. C'est l'enquête de départ. Non, on prend tout. Non, le livre. Non. On ne prend pas tout. On doit savoir quels sont les codes de lecture. Et vous ne les connaissez pas, ces codes de lecture. Qu'est-ce qui est utile à l'astrologie dans tout ce qui est en astronomie? Bon. Si vous n'arrivez pas à séparer astrologie et astronomie, vous êtes foutu.
L'astronomie, c'est comme le sculpteur. C'est une matière première, et de cette matière première, il va y avoir une décantation. Oui, mais il faut se fonder sur les auteurs du passé. Les auteurs du passé ont proposé des hypothèses, des thèses, qu'on peut ensuite... qu'il faut aller ensuite vérifier. Mais attendez, mais les auteurs du passé, vous parlez du passé, c'est un passé très récent dont vous parlez là. Pourquoi? Non, il y a des... Même la période hellénistique, il y avait... Mais c'est très récent tout ça. C'est très récent. Déjà, l'astrologie était dans une période de décadence à ce moment-là. Oui, c'est ce que j'ai compris votre thèse Bon, là-dessus. alors donc finalement, ce que vous appelez le passé, c'est même pas un passé. C'est hier. Moi, je suis un historien qui va bien au-delà de ce passé dont vous parlez. On en a parlé tout à l'heure. Les systèmes nous permettent d'aller beaucoup, nous permettent de remonter. Par exemple, ce que j'ai dit, par exemple, sur la tétrabible, sur les domiciles, ça a peut-être été vous ne pourrez peut-être trouver aucun bouquin qui en parle de ce que je viens de dire. Et pourtant, ça existe. Pourtant, c'est là. Donc, ça montre bien que ce que vous appelez la littérature passée, elle ne sert pas, elle ne vous servira pas à régler ce problème-là. De même que, par exemple, le nom... Alors, est-ce qu'on en a parlé de ça? Le nom des signes zodiacaux, d'où ça sort? Est-ce que c'est valable, les signes zodiacaux? Est-ce que le nom des signes zodiacaux est valable? Je sais pas, j'étais prêt à considérer de toute façon qu'il n'y a pas de logique intrinsèque au symbolisme, mais que c'est ce que vous appelez un métalangage, et qu'on dit que le signe du bélier, c'est en fait le signe de Mars, cardinal et de feu. Oui, mais néanmoins, voilà, c'est ça. Néanmoins, voilà, c'est exactement ça. C'est un métalangage qui est utilisé. En fait, on n'arrive même plus à distinguer ce qui est l'apport des astrologues et des astronomes, en fait. C'est ça qui est assez amusant. Ce que les astronomes ont apporté, ils ont apporté beaucoup plus qu'on le croit à l'astrologie, les astronomes. Et ils ont bousillé l'astrologie beaucoup plus qu'on le croit. Parce que eux, ils ont voulu, c'est assez amusant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont voulu récupérer l'astrologie dans le système astronomique. Ce qu'on appelle un processus involutif. Ils ont voulu réintégrer, qui était sorti de l'astronomie, ils ont voulu la réintégrer dans l'astronomie. Voilà, on va dire ça comme ça. Et à ce moment-là, effectivement, voilà, donc ils ont rajouté Saturne, après ils ont rajouté Uranus, Pluton. Ils ont les signes zodiacaux, on les a. Bon, par exemple, aujourd'hui, par exemple, c'est amusant parce que par exemple, on parle de la grande conjonction Jupiter-Saturne. Ben, imaginez que c'est les astronomes qui emploient cette expression-là. La grande conjonction? Oui, ils l'emploient, eux. On pourrait croire que c'est l'astrologie, mais ils l'emploient eux-mêmes. Oui, mais est-ce qu'ils l'emploient juste pour déterminer les périodes de 20 ans? Non, mais il emploie l'expression. Pourquoi est-ce qu'il emploie cette expression? Alors justement, Albert Mazar, qui a vécu il y a près de 1000 ans, lui, il avait compris, mais Barbeau aussi, on en a parlé autre, il avait compris qu'il ne fallait pas tout prendre de l'astrologie. Ce qui a fait la force d'Albert Mazar, c'est qu'il s'est limité à Jupiter et Saturne. Et c'est ça qui a crédibilisé l'astrologie pendant 800 ans. Mais les seuls travaux que Abou Mazar a fait, c'est pour parler de Jupiter et Saturne. La question n'est pas là. La question, c'est que l'astrologie n'a pu émerger et a pu être crédible. Par exemple, prenons un bouquin comme Jean Bodin, le grand juriste, l'auteur des livres de la République en 1580 et quelques. Il s'interroge dans son ouvrage politique et juridique sur l'utilisation de Jupiter-Saturne. Voyez-vous? Donc finalement, c'est justement en extrayant de ce magma de choses en astronomie, etc. Et bon, à l'époque, il ne connaissait pas Uranus, Neptune et Pluton, évidemment. Mais je veux dire, l'astrologie ne pourra être sauvée, non pas par l'ajout, mais par la soustraction. C'est toute la question là. Est-ce qu'on ajoute ou est-ce qu'on soustrait? Moi, je pense qu'il y a une contradiction dans ce que vous dites. Vous disiez déjà ça sur Barbeau, sur l'indice de concentration planétaire qui ne tient pas compte des signes zodiacaux. J'ai pas dit que c'était j'ai pas reproché ça à Barbeau. Non, attendez que j'ai dit au contraire qu'il s'en débarrassait. Il s'en débarrassait, mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il pensait qu'il fallait jamais utiliser les signes zodiacaux? Est-ce que Barbeau est contre l'astrologie du thème natal? Attendez. Alors là, vous posez un problème beaucoup plus compliqué que ça. Barbeau, il touche à tout. Alors évidemment, il connaît... Alors non, mais ça c'est le problème de Barbeau. Que Barbeau ait ses propres contradictions, c'est son problème. Que Barbeau utilise le thème natal, c'est son problème.
Mais quand il a fait son travail d'astrologie mondiale, il avait une cohérence, etc. Maintenant que ça cohabitait avec d'autres bouquins qu'il avait pu faire sur d'autres sujets, là vous êtes de mauvaise foi. Évidemment, Barbeau, à ce moment-là, si on prend tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a produit, c'est tout et n'importe quoi. Hein, c'est clair et net. Maintenant, si on respecte son travail remarquable, parce que c'est la seule chose qui est à garder, tu Barbeau, son travail remarquable, cette volonté, il a voulu arriver au monoplanétarisme en faisant la synthèse du polyplanétarisme. C'est-à-dire qu'il a voulu extraire, il a oublié complètement que ça s'appelait Jupiter, Saturne, Uranus, ça ne l'intéressait plus. Il a voulu dire, voilà, il y a des planètes qui sont là, il y a 5 planètes qui sont là, elles se croisent, et puis ça ferme une courbe. Voilà. C'est révolutionnaire. C'est pas du monoplanétarisme, il y a un facteur unique qui est cette courbe. Mais ça, il a rejoint le monoplanétarisme. Il a voulu arriver au monoplanétarisme par le biais de ce polyplanétarisme. Je parlais de Barbeau, parce que je peux faire la comparaison avec Abou Mazar. Est-ce que Abou Mazar rejette les signes? Non, parce qu'il les utilise dans les. Non, il ne les utilise pas. Oui, mais est-ce qu'il rejette l'astrologie natale? Est-ce que son travail sur l'astrologie mondiale, c'est une catégorie de l'astrologie? Désolé, ne nous embarquez pas dans cette histoire de savoir si Abou Mazar faisait des thèmes natals, si Kepler faisait des thèmes natals, etc. Bon, alors on pourrait, d'ailleurs, dans le cas de Kepler, à la limite, c'était presque alimentaire dans le cas de Kepler, hein, il le dit lui-même d'ailleurs. Bon, donc on va pas faire une sorte d'amalgame en disant un tel faisait cette recherche-là, mais en même temps à côté il faisait autre chose. C'est de la mauvaise foi, ça. Parce que c'est notre problème, c'est un autre problème. Moi, je prends une œuvre donnée qui a une certaine démarche. Bon, maintenant que l'auteur, par ailleurs, dans d'autres domaines, il ait fait ceci ou cela, ça n'importe pas. Un amalgame est insupportable, insupportable. Barbeau, en plus, il a fait tout et n'importe quoi, de toute façon. Bon, alors effectivement, il n'a pas abandonné complètement. Parce que, là, pour lui, d'ailleurs, il y avait l'astrologie mondiale d'un côté, l'astrologie individuelle de l'autre, donc il n'avait pas abandonné l'astrologie individuelle pour autant. Mais moi, j'ai quand même le droit de saluer son travail en astrologie mondiale, sans qu'on vienne me raconter que Barbeau faisait par ailleurs de l'astrologie individuelle. C'est pas mon problème. Il a fait une percée dans ce domaine-là. Bon, maintenant que par ailleurs, il n'en a pas tiré toutes les conséquences, c'est un autre problème. De même que par exemple, si on prend par exemple la question de l'ère du Verseau, eh bien voilà encore un exemple de monoplanétarisme. On a un facteur qui est le point vernal qui circule à travers les 12 constellations. Voyez-vous? Donc ça c'est important, heureusement qu'on le dit. Là aussi, vous avez cet exemple de cette astrologie monoplanétaire où un seul facteur, le point vernal, qui n'est même pas une planète, va activer successivement les facteurs. Il n'y a pas besoin pour arriver à la diversité au niveau prévisionnel, un seul facteur suffit. Du moment que vous le faites passer par des stades successifs. Il faut bien comprendre ça. Le monoplanétarisme est parfaitement... Le monoplanétarisme ne supprime pas les signes zodiacaux, ne supprime pas la diversité même des domiciles, etc. Il va activer successivement des secteurs successifs. Voilà, c'est tout. Donc voyez-vous, toute cette complexité des définitions n'est pas incompatible avec le monoplanétarisme. Parce que la planète et le monoplanétarisme, c'est d'être né sous un certain signe solaire, c'est déjà le monoplanétarisme. De parler de l'ère du Verseau, c'est déjà le monoplanétarisme. Contrairement à ce que vous croyez, c'est déjà... Et là, ce qui m'intéressait dans le piège tout à l'heure, c'est quand je vous ai dit, est-ce que la théorie des domiciles justifie le polyplanétarisme? Non, elle ne le justifie pas. Elle est parfaitement compatible avec le monoplanétarisme. Vous faites circuler un facteur et vous le faites passer par des succès. Et d'ailleurs, vous qui êtes de la musique, c'est ce qu'on appelle des variations sur un thème. Voilà. Variations sur un thème, on a un facteur qui va passer par des états successifs. Comment ça se fait? Alors là, c'est intéressant. Comment ça se fait que vous qui avez une formation musicale, vous ne compreniez pas ça? Qu'au niveau de la composition musicale, ce qu'on appelle aussi le leitmotiv, si on veut, par exemple, eh bien voilà, on peut très bien... Parce que les thèmes et variations, c'est une forme de musique. Mais d'accord! Si on fait le parallèle, il y a la catégorie musique et la catégorie astrologie qui ensuite se développent en plusieurs catégories différentes. Comme en astrologie, il y a l'astrologie mondiale, l'astrométéorologie... On en a parlé, on a dit qu'il y avait les travaux de Gauquelin, qui n'étaient pas la même astrologie. Moi, j'ai dit,
L'astrologie gauquelinienne n'est pas l'astrologie albronienne. Mhm. L'astrologie gauquelinienne est une astrologie qui ne prévoit pas, qui n'est pas cyclique, mais qui prévoit, qui détermine des structures sociales séparées. Et l'astrologie albronienne est une astrologie qui est cyclique, mais qui n'implique aucunement pour le leader d'être découpé en morceaux. Et ça, vous l'avez où? Dans la vie politique. Le Premier ministre nomme des ministres. Donc lui, il couvre l'ensemble, et chacun ministre a son portefeuille. Oui. Voyez-vous, donc là, on voit bien que l'astrologie de quoi je parle, elle est complètement en articulation avec la réalité sociale et politique. Puisque même quand on assiste au gouvernement, on a même ça. Quelqu'un qui est à la fois supposé avoir une approche globale d'un système, et qui va nommer des gens qui vont avoir leur portefeuille et leur secteur bien défini. Voilà. Donc c'est bien ça qui fait. Voilà l'exemple même. Si vous étudiez, regardez la société, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon. Alors cela dit, je ne suis pas en train de défendre le droit constitutionnel. Pour moi, le droit constitutionnel, c'est une pseudo-astrologie. On va pas fabriquer, on fabrique pas des leaders. On a des tas de sujets qu'on n'a pas abordés en amont. Bon, on fabrique pas des leaders en faisant des élections. Les leaders, ils sont là. Donc c'est pas du tout la même chose. Là aussi, il y a un débat. Comment identifier les leaders? Comment les reconnaître? On en parlait tout à l'heure à propos des tests. Non, j'en parlais peut-être trop tard. Bon, voilà, comment on fabrique un leader. Et je disais, par exemple, que le bouquin de Gauquelin, Les personnalités planétaires, eh bien, c'est un bouquin qui permettait de déterminer. Gauquelin, il avait élaboré des tests, je ne sais pas si vous le savez, il avait élaboré des tests. Donc, Ah, mais je crois que je l'ai dans les influences cosmiques. Il y a un questionnaire à la fin. mais il y a aussi celui-là que j'ai publié moi-même, 92. Alors c'est ça, donc finalement il avait compris qu'à un moment donné, il fallait quand même faire des tests. Il fallait faire passer des tests pour que... Mais là, vous êtes complètement étranger à toute cette recherche. Alors effectivement, ça se retrouve dans la cosmopsychologie, je crois, dans ce livre-là. Dans le Que c'est, ou le J'ai lu qui est paru, qui est une édition de poche.